Au cœur du XVIe siècle, bien avant l'arrivée massive des colons européens, les côtes de ce que nous appelons aujourd'hui les Amériques abritaient des civilisations autochtones florissantes et diverses. Pour de nombreuses communautés, la mer n'était pas seulement une source de subsistance vitale, elle était le cœur battant de leur culture, de leur spiritualité profonde et de leur économie complexe. Les pêcheurs indigènes, héritiers de millénaires de savoir-faire transmis oralement, maîtrisaient parfaitement leur environnement marin. Ils connaissaient les marées, les migrations saisonnières des poissons, les secrets des algues et des coquillages, et les rythmes cachés de l'océan. Leur technique de pêche était sophistiquée, utilisant des filets tressés avec art à partir de fibres naturelles, des harpons acérés fabriqués avec précision et des pièges ingénieux, le tout en harmonie parfaite avec le rythme naturel de l'océan. Leur vie était une danse perpétuelle avec la nature, respectueuse, abondante et profondément connectée. Leurs villages étaient souvent situés à des endroits stratégiques, permettant un accès facile aux riches eaux côtières et estuariennes. La pêche n'était pas une activité solitaire, mais une entreprise communautaire, où les connaissances étaient transmises de génération en génération. Les festins de fruits de mer, les cérémonies de remerciement aux esprits de l'océan et les contes des grands voyages marins faisaient partie intégrante de leur quotidien. Chaque poisson capturé, chaque coquillage ramassé avait une signification, un rôle dans le grand cycle de la vie. C'était une existence de relative autosuffisance, où les ressources étaient gérées durablement, assurant la prospérité des communautés pour les siècles à venir. Mais cette harmonie allait être brutalement interrompue par l'arrivée des navires européens. Au début du XVIe siècle, ces voiliers, porteurs de drapeaux inconnus et de promesses de richesse, commencèrent à sillonner les côtes. Pour les peuples autochtones, c'était une vision étrange, presque surnaturelle. Initialement, les échanges pouvaient être sporadiques, voire curieux. Des objets manufacturés européens contre des fourrures ou des produits locaux. Cependant, derrière cette façade d'échange se cachait une ambition démesurée. La colonisation, l'exploitation des ressources et la conversion des âmes. Ce n'était que le prélude à une transformation radicale et souvent tragique de leur monde. L'un des premiers et des plus dévastateurs impacts fut la compétition féroce pour les ressources marines. Les pêcheurs européens arrivant avec des navires plus grands et des technologies de pêche plus performantes pour la haute mer. Pensons aux grands chalutiers, aux filets plus robustes et aux navires capables de stocker de grandes quantités de poissons salés pour de longs voyages, commencèrent à exploiter intensivement les mêmes bancs de poissons qui nourrissaient les populations locales. Mais contrairement aux méthodes autochtones durables et respectueuses, leur approche était souvent celle de l'extraction à grande échelle, visant le profit rapide et l'accumulation de richesses. Cela a rapidement conduit à la surexploitation de certaines espèces clés, épuisant les stocks dont dépendaient les communautés indigènes pour leur survie quotidienne, leurs rituels sacrés et leur équilibre écologique. Leurs ressources, autrefois abondantes et gérées avec sagesse, commençaient inexorablement à s'amenuiser, menaçant la base même de leur existence. Au-delà de la compétition directe, les Européens apportèrent avec eux des maladies inconnues. Des épidémies dévastatrices de variole, de rougeole et de grippe se propagèrent comme une traînée de poudre, décimant des populations entières qui n'avaient aucune immunité. Les villages côtiers, souvent les premiers points de contact, furent particulièrement touchés. Imaginez des communautés entières décimées, des familles anéanties, des savoirs ancestraux perdus à jamais. Les pêcheurs, qui comptaient sur la force de leur communauté pour opérer, se retrouvèrent affaiblis, leurs rangs clairsemés, rendant la subsistance encore plus précaire. C'était une guerre invisible, mais d'une efficacité terrifiante. Puis vint la question de la terre. Les Européens ne se contentaient pas de pêcher, ils voulaient s'établir. Les côtes, autrefois territoires sacrés et terrains de chasse ou de pêche exclusifs des peuples autochtones, furent revendiquées comme propriété des couronnes européennes. Les traités furent souvent incompris, ignorés ou forcés.
Les pêcheurs indigènes se virent progressivement refuser l'accès à leurs propres plages, à leurs estuaires et à leurs lieux de pêche traditionnels. Des forts et des colonies furent construits, transformant le paysage et restreignant la liberté de mouvement de ceux qui y vivaient depuis des millénaires. Leurs droits ancestraux furent balayés par le nouveau droit colonial. Les méthodes de pêche traditionnelles, transmises de génération en génération, furent également menacées, non seulement par la surexploitation des ressources, mais aussi par une dévalorisation culturelle. Les Européens voyaient souvent les techniques autochtones comme primitives, préférant leurs propres méthodes qu'ils considéraient supérieures. L'introduction d'outils métalliques, bien que potentiellement utiles, a aussi parfois perturbé les chaînes de fabrication traditionnelles et l'économie locale. Le savoir-faire millénaire, basé sur une compréhension profonde et respectueuse de l'écosystème, commença à être éclipsé, voire ridiculisé, ce qui portait atteinte à l'identité même des pêcheurs et à leur connexion spirituelle avec la mer. L'économie des pêcheurs indigènes fut également profondément altérée. Avant l'arrivée européenne, le commerce était souvent basé sur l'échange et la subsistance. Les ressources de la mer étaient partagées ou échangées contre des produits terrestres avec les tribus intérieures. Avec l'arrivée des Européens, les marchandises européennes, outils, tissus, armes, devinrent des objets de désir, mais aussi de dépendance. Les pêcheurs étaient de plus en plus incités à pêcher, non plus pour leur propre subsistance ou pour l'échange traditionnel, mais pour le commerce avec les colons, souvent à des prix désavantageux, les intégrant de force dans un système économique qui ne leur profitait guère. La violence directe était une autre réalité sombre. Les conflits éclatèrent fréquemment, que ce soit pour le contrôle des territoires de pêche, l'accès à l'eau douce ou simplement en raison de malentendus culturels escaladant en affrontements. Les peuples autochtones, souvent sous-équipés face aux armes à feu européennes, subirent des pertes importantes. Les pêcheurs, qui osaient défendre leurs droits ou leur territoire, étaient confrontés à la brutalité des colons ou des soldats. Des villages entiers furent parfois détruits, leurs habitants massacrés ou réduits en esclavage, brisant la structure sociale et la capacité des communautés à maintenir leurs moyens de subsistance traditionnels en toute sécurité. L'esclavage et le travail forcé furent également une menace constante. Certains pêcheurs indigènes furent capturés et contraints de travailler pour les Européens, que ce soit dans les mines, les plantations ou même comme guides et rameurs pour les expéditions coloniales. Cela les éloignait de leur famille et de leurs traditions, les privant de leur liberté et de leur dignité. Même ceux qui n'étaient pas directement asservis vivaient sous la menace constante de la coercition, forcés de se soumettre aux exigences des nouveaux arrivants pour éviter des représailles. Leur autonomie, si précieuse dans leur mode de vie précolonial, était désormais une illusion. La perte de la spiritualité et de la connexion à la mer fut peut-être l'un des coups les plus profonds. Pour de nombreuses cultures autochtones, l'océan était un être sacré, peuplé d'esprits et de divinités. Les rituels, les chants et les danses étaient intrinsèquement liés au cycle de la mer et de la pêche. L'arrivée du christianisme européen, souvent imposé par la force, a cherché à éradiquer ces croyances ancestrales, les qualifiant de paganisme. Les missionnaires ont tenté de convertir les pêcheurs, de briser leurs liens avec leurs traditions spirituelles, les coupant de leurs racines et de leur identité profonde, ce qui ajoutait une dimension de souffrance psychologique et culturelle. Le déclin démographique, combiné à la perte de territoire et de ressources, a eu des conséquences durables. Moins de pêcheurs signifiait moins de capacité à exploiter les ressources restantes, même si elles étaient disponibles. Moins de terres signifiait une dépendance accrue vis-à-vis des Européens pour la nourriture ou les biens. Les structures sociales et politiques traditionnelles furent affaiblies, remplacées par des administrations coloniales qui ne comprenaient ni ne respectaient les coutumes locales. Les communautés de pêcheurs, autrefois autonomes et prospères, se retrouvèrent marginalisées, impuissantes face aux forces écrasantes de la colonisation. Leur voix
furent réduites au silence. Pourtant, malgré ces épreuves inimaginables, les peuples autochtones n'ont pas disparu. De nombreuses communautés ont fait preuve d'une résilience extraordinaire. Elles ont adapté leurs techniques de pêche, ont continué à transmettre leur savoir en secret et ont trouvé des moyens de préserver des fragments de leur culture et de leur spiritualité malgré l'oppression. Cependant, le prix à payer pour cette survie a été immense. Les cicatrices de cette période sont encore visibles aujourd'hui, dans la perte linguistique, la déconnexion culturelle et les inégalités socio-économiques qui affectent de nombreuses nations autochtones. En conclusion, être un pêcheur indigène sur les côtes du XVIe siècle était loin d'être idyllique. C'était une existence marquée par la perte de terre, perte de ressources, perte de vie, perte de culture et de liberté. L'arrivée des Européens a transformé un mode de vie durable et harmonieux en une lutte constante pour la survie et la préservation de l'identité. C'est une histoire de dévastation écologique, de génocide culturel et de violence systémique, souvent occultée par les récits triomphalistes de la découverte. Comprendre ces défis historiques est crucial pour apprécier pleinement la force et l'incroyable résilience des peuples autochtones, qui ont non seulement survécu à ces bouleversements cataclysmiques, mais continuent de lutter avec dignité pour leurs droits, la reconnaissance de leur histoire et la préservation de leurs cultures uniques. C'est un rappel puissant et nécessaire que l'histoire est souvent écrite par les vainqueurs, mais que les voix des vaincus, des marginalisés et des opprimés méritent impérativement d'être entendues, comprises et respectées. Ces histoires sont absolument essentielles pour façonner notre compréhension du passé, corriger les injustices et construire un avenir plus équitable, où la dignité, la diversité et l'autonomie de toutes les cultures sont célébrées et protégées avec ferveur.